Ça y est, c'est l'heure de se mettre à table, c'est l'heure de sortir les belles assiettes en porcelaine. Il est 10h10 à peine, mais on va vous mettre en appétit sur France 3 Limousin et sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Toc et porcelaine, 9e édition. C'est une biennale, elle n'a lieu que tous les 2 ans, faut pas la rater, hein. C'est un voyage, Toc et porcelaine, au pays des papilles et des pupilles. Nous allons rencontrer lors de cette matinée des chefs, des porcelainiers, des auteurs de polar, vous comprendrez pourquoi. Et puis à la fin de l'émission, pour le dessert, un chocolatier, ce sera la surprise. Du beau et du bon, du très bon et du très beau aussi, hein. On commence avec du très beau. Bonjour François Dardillac. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Racine, cet arbre de vie. Vous êtes ferronnier d'art. Il a été installé ici, hein, pour la Biennale Toc et Porcelaine. Quelle est son histoire à cette œuvre? Alors son histoire, il est né d'une sollicitation de la mairie de Limoges et d'un partenariat avec les porcelaines de graines. Les porcelaines de graines sont les feuilles. Voilà, ce sont les éléments que l'on trouve qui ont été disposés sur l'arbre, qui représentent le logo, le trèfle des porcelaines de graines. Et alors, comment vous l'avez imaginé? C'est un arbre, mais qu'est-ce qu'il représente? Comment vous l'avez accouché, j'ai envie de alors, vous dire. Qu'est-ce qu'il représente? Donc, cet arbre se nomme Racine, hein, donc voilà. Qu'est-ce qu'il représente? L'idée, c'était de mettre en scène donc le logo des porcelaines de graines sur un mât, enfin quelque chose qui le mette en valeur. Vous, il a fallu imaginer cette structure. Exactement. Voilà. Donc l'idée, alors en moi étoile, je suis dans une démarche de ferronnerie qui est très contemporaine. Hein. Bah oui. Donc la recherche tournée autour de quelque chose de très, très contemporain, au travers des formes un petit peu angulaires, pour le marier avec ces formes. Le logo de graines qui lui est plutôt circulaire. Donc je trouvais que l'association, l'idée du piquant et du doux. C'était un peu ça. Du piquant et du doux. On retrouve plein de choses. On retrouve le pot de terre contre le pot de fer. On retrouve le piquant et le doux. Voilà l'idée. Cette œuvre, elle est visible pendant toute la biennale, mais elle va rester ici quelques temps après pour ceux qui l'auraient loupé. Alors cette œuvre donc va rester là pendant toute la biennale, effectivement. Et cette œuvre donc reste dans l'environnement de la mairie. Je crois qu'il va être déplacé. Je crois qu'il y a des réflexions sur une mise en place sur un autre périmètre, mais là, mais pour l'instant c'est un mystère, voilà, pour qu'elle soit mise en valeur à Limoges. Merci Laurent Dardillac. Alors l'arbre de vie, Racine, c'est le point de départ, le point de ralliement du cheminement qu'on peut faire dans Toc et Porcelaine, dans le festival. Un cheminement, c'est pas de la grande randonnée, hein. On part d'ici des Halles, de la place des Mottes, et on descend de la place de la Motte, et on descend jusqu'au parvis de la mairie. C'est de la descente, ça se fait tout seul. Voilà, c'est même pas un petit kilomètre. Et vous allez voir, vous allez suivre Antoine Gégat et Caroline Huette, ils vous font visiter le festival, regardez. Sous les fenêtres de l'hôtel de ville, le parfum du basilic vient vous chatouiller les narines. Il a fallu 1 an de travail aux jardiniers municipaux pour recréer ce potager géant. Une vraie corne d'abondance en plein centre-ville avec 130 variétés de fruits et légumes. On pourrait presque venir se servir, je sais pas si le soir en douce, mais c'est magnifique, c'est très très beau. Désolé madame, seuls les chefs invités à cette 9e édition de Toc et Porcelaine auront le privilège de les cuisiner. Donc vous voyez, cette tomate cœur de bœuf, elle est dite blanche même si elle est jaune, et c'est pas une tomate ananas, c'est vraiment une tomate cœur de bœuf. 12 restaurateurs participent cette année, c'est moins que lors de la précédente édition, mais le plaisir de retrouver un public longtemps tenu éloigné de leur cuisine est palpable. Ça nous sort de nos cuisines et c'est très bien aussi. Et la mise en avant des producteurs, des circuits courts, des porcelainiers, enfin le savoir-faire limougeois, quoi. Pour l'occasion, chaque chef a composé 3 bouchées déconcentrées de saveurs et de savoir-faire. C'est des petites bouchées, c'est vraiment le but, c'est d'essayer de goûter différents produits, de pouvoir s'amuser avec les textures et de pouvoir discuter aussi avec les gens, donc c'est plutôt agréable. Et alors le dessert, un petit moelleux, amande, fèves de tonka et crème à l'orge torréfiée. Ça doit être super bon. Mais que serait Toc et Porcelaine sans les arts de la table? Le village des porcelainiers réunit 14 grandes signatures. On a tout sur place, donc c'est super pour les petits cadeaux, les choses comme ça, c'est très bien. J'ai un cadeau à faire, donc c'est parfait. Un parcours visuel, aromatique et gustatif comme une invitation à voyager au royaume des sens.
Une invitation à voyager qu'on débute avec notre premier grand chef. Guillaume Muller, bonjour. Bonjour. Alors votre restaurant Garance, il est situé dans le 7e arrondissement de Paris, mais vos racines, on en parlait tout à l'heure, elles sont ici. Exactement, oui, j'ai fait mes études, je suis limougeau, je suis né à Limoges et j'ai fait mes études au lycée Saint-Jean, lycée hôtelier, à Limoges. Et vous avez même un appartement, vous m'avez montré, j'ai un appartement ici. Exactement, pas très loin. Ouais. Et puis vous avez surtout, il y a la ferme familiale, ça c'est à Magnac-Laval. Qu'est-ce qui se passe dans cette ferme? Quel lien vous avez encore avec cette ferme? Alors on a le restaurant depuis 10 ans maintenant à Paris, le restaurant Garance. Et il y a 10 ans, on a décidé de reprendre une ferme familiale, la ferme de notre grand-père, avec mon cousin Charles Arthur Muller qui est éleveur de viande limousine. Au domaine de la tibarderie. Et je me suis dit qu'on pouvait peut-être créer un écosystème avec un restaurant parisien, citadin, et également pouvoir retrouver les souches paysannes, agricoles, et comment on pouvait travailler d'un accord, production de légumes, de viande, de miel, de fleurs, et un verger. Ça veut dire que vous allez créer vos recettes par rapport à ce que va produire votre cousin selon les saisons, ou est-ce que c'est vous qui lui dites, écoutez-moi, lui dites, moi j'ai envie cette année de faire des légumes racines, fais-moi pousser ça. Exactement, on travaille pratiquement un an avant une assiette, quand elle arrive sur table, il y a un an de réflexion avant, parce que la graine, on doit la semer et la transformer. Donc il y a pratiquement un an de réflexion quand le client mange une assiette, il y a un an de réflexion avant. Mais bien évidemment, ce n'est pas nous qui décidons de ce qui va se passer, on est juste des témoins de la nature qui vont transformer le produit en plat. Alors cette année, ce sera quoi chez Garance et puis à la ferme aussi En ce moment, on a les premiers champignons qui arrivent, ce qui est plutôt assez cool. Il a plu. C'est très humide. Les premières girolles arrivent. Ça, c'est pas votre cousin qui les fait pousser. Non, ça c'est la cueillette sauvage. Ça c'est extraordinaire. Et on va en parler tout à l'heure. Vous allez voir la cueillette sauvage. C'est votre cousin qui est derrière là-bas? Non, c'est Bertrand. Non, c'est Bertrand. Parce que moi, je suis restaurateur, sommelier. Je m'occupe un peu de tout. Mais Bertrand, qui s'occupe de l'exécutif là-bas en cuisine. Vous cuisinez vous aussi, vous allez faire des animations oui, tout on à l'heure. Mais c'est Bertrand qui est le chef des cuisines. C'est Bertrand qui est le chef des cuisines. Vous savez qu'il existe là-bas dans le village des porcelainiers un porcelainier qui s'appelle Garance Création. Pas encore, mais je vais y aller tout à l'heure. Saint-Léonard de Noblat, c'est un petit atelier Garance Production. Je vous invite à y aller. Vous parliez des champignons. Allez, une recette de champignons. C'est simple, le champignon, il faut qu'il ait le goût de champignon. Quand on goûte une girole, il faut qu'elle ait le goût de girole. Donc tout simplement, on va pratiquement pas travailler, pas nettoyer une girole. Quand elle est récoltée, on enlève juste les feuilles, un peu la terre. On va la mettre dans un... C'est quoi les feuilles de girole? Les feuilles, vous savez, ces petites feuilles, quand on va rechercher les girolles, il y a toujours la feuille un peu humide, de la terre qui est là. Donc on va juste un tout petit peu les nettoyer avec un petit pinceau, très simplement. On va récupérer un rondeau, une casserole un peu épaisse. On va mettre un tout petit peu de vin blanc avec des échalotes coupées très finement. On va laisser chauffer à bonne température. Faut chaud, faut très très chaud. Faut poêle chaude. Très chaud. Ouais. Il faut que l'eau, faut pas beaucoup, faut à peine un demi-centimètre d'eau. Faut que ça boue de vin, d'échalotes. Faut attendre que ça frémisse un peu. À fond. Et après, on va envoyer des échalotes dedans. Très fortement. On va tourner. On va mettre une noisette de beurre, fleur de sel et quelques herbes aromatiques. Et on sert ça avec quoi? Du Limousin pur. Avec quelques mojettes. Quelques mojettes. Là, vous avez un côté charentais aussi. Pourquoi pas? On est sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. On peut aller jusqu'à Charente. On va travailler pratiquement comme un ragoût, vous voyez, des haricots de paimpol, des mojettes, avec quelques girolles, échalotes et un peu d'herbe aromatique, c'est tout. Et comme vous êtes sommelier, avec quel vin? Un blanc de Loire. Un blanc de Loire. Là, on va encore plus loin. Là. On sort de notre secteur. Oui, carrément. Mais il faut. La France est belle. La France est belle, c'est vrai. Merci beaucoup, Guillaume Muller. Alors, vous savez que les champignons, c'est bon, mais il faut savoir les ramasser. Exactement. Parce qu'on peut se régaler, on peut aussi y passer. Alors, ça tombe bien, parce que tous les ans, la Société mycologique du Limousin, elle est basée à Limoges et elle propose des sorties nature. La saison, elle va débuter... Elle débute, il nous l'a dit, il est un peu optimiste, elle va débuter là, dans les quelques jours. Et vous allez voir, l'année dernière, on avait suivi avec Guillaume Souda une de ces sorties nature avec la Société mycologique du Limousin. Vous avez toute la liste de ces sorties sur le site internet de cette société. Elle est constituée de biologistes, de botanistes et de pharmaciens. Ils vous expliquent tout pour vous régaler et pour ne pas y passer. Regardez. Ah mais voilà, j'ai la vue sur mes lunettes. Regarde, je vois rien a priori, mais
Certes, le masque accentue la difficulté, mais la vue reste aiguisée et elle est essentielle dans l'exercice d'identification des espèces. Cependant, elle est loin d'être le seul sens sollicité. Ah si, il sent l'amande amère, voyons, enfin, tu vas le déboucher. Ouais. Il sent pas l'amande amère? C'est synaptique. Si, Ah ben, c'est le radicosome. Beaucoup d'espèces ont des odeurs très spécifiques. On en verra, par exemple, celui-ci, il a une odeur dite de rave, donc on pourrait le sentir. Il y en a qui ont des odeurs d'anis, d'autres qui ont des odeurs de fenouil. Le toucher a lui aussi son importance. Chapeau gluant, glissant, velouté ou encore granuleux. Et puis il y a le goût. Attention! Oui, attention, nous sommes avec des mycologues avertis. N'allez pas tenter vous-même l'expérience. Une russule douce, donc le monsieur l'a goûté. Le monsieur l'a goûté, faut pas faire ça à chaque champignon qu'on trouve. Hein. Non, sûrement pas. Alors là, c'est bien. Il faut faire très attention. On goûte, mais de toute façon, on recrache tout. En France, on estime à environ 30 000 le nombre d'espèces. Seule la moitié, pour l'instant, répertoriée, et une infime variation peut faire toute la différence. Petite lépiote, mais je ne suis pas sûr du tout. Les lépiotes toxiques, ça. Oui, les petites lépiotes, c'est... Voilà une grande lépiote. C'est le maille fioté obligatoire. Hein. Voilà une grande lépiote comestible et une petite lépiote toxique mortelle. Et Louis, dans tout ça, me direz-vous, eh bien, lors d'une sortie comme celle-ci, entouré d'experts... C'est la manite rougissante. Il suffit d'ouvrir grand ses oreilles pour en apprendre beaucoup sur les champignons. On ouvre grand ses oreilles, on ouvre grand ses yeux aussi pour découvrir sous les nôtres ébahis Franck Linol et Joël Nivard. Bonjour messieurs. Bonjour. Deux auteurs de polar bien connus des Limougeaux, la liste est longue. Qu'est-ce que vous faites au milieu d'un salon culinaire gastronomique? Oh, j'ai un indice, hein. Oui. Voilà, un indice. Deux flics aux petits oignons. Le bouquin est sorti quand? Hier. 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 Voilà. Vous êtes en dédicace. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Alors, il se situe dans la grande tradition des livres de recettes des personnages de polar. Les séries policières, il y a toujours un personnage récurrent. Et au-delà de l'intrigue, les lecteurs aiment bien suivre la vie du personnage. Et donc, qu'est-ce qu'il mange et qu'est-ce qu'il boit? Et donc, nous avons le commissaire Varlot, moi l'inspecteur du Montel. Et donc, on s'est situé dans cette grande tradition, que par exemple, Simenon, les recettes de Madame Maigret. On les voit souvent, enfin on les voit, on les imagine, on les lit souvent manger, hein, Oui, Varlot et c'est du ça. Montel. Hein, on connaît leur goût finalement. Donc ce sont les recettes des personnages, Oui. c'est très important. Ce sont eux qui ont écrit, hein, c'est du Montel et Varlot qui ont écrit. Absolument. Avec, on a l'impression pendant tout le bouquin d'être avec deux flics et qui nous parlent de leurs souvenirs, qui nous parlent de leurs souvenirs d'enfance aussi. Hein. Beaucoup. Ouais, beaucoup des souvenirs d'enfance. Et ce sont les vôtres. Oui, ce sont de nos personnages. Mais bon, c'est sûr qu'on se souvient beaucoup de la cuisine de sa maman, de sa grand-mère. Voilà, le goût, c'est ces personnes-là qui nous l'ont fait. Alors on n'est pas dans la nouvelle cuisine, on est dans la bonne franquette là. C'est ça. Oui, cuisine de famille. c'est la cuisine de famille. C'est la cuisine avec les produits régionaux. C'est très limousin. Bon, il y a beaucoup On retrouve les grillons. Voilà, Oui. il y a de la tripe, il y a Les galetos. Voilà, la fraise de veau, la tête de veau, beaucoup de ces produits-là. Alors c'est bourré d'humour. Hein. Moi, il y a une phrase que j'ai adorée. Je vais la retrouver. Hein. C'est page 37. Bougez pas. Si je fais pas tomber mes fiches, je vais la retrouver. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour. Oui. On a essayé de faire un livre décalé, voilà, parce qu'on ne se prend pas très au sérieux aussi quand même. Je vais vous lire cette phrase. Moi, je l'ai adorée. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, c'est pour la fraise de porc ou tricandille. Couper fraise en tronçons de 5 cm, c'est des recettes. Hein. Couper la fraise en tronçons de 5 cm dans la tradition, on les faisait griller à la cheminée ou sur les cèpes de vigne si vous avez ça en magasin, aucune hésitation. Sinon, un vieux cul de... Je le refais mieux parce que là, sinon, ça va couper la blague. Hein. Sinon, un vieux cul de poêle et pas l'inverse. Un peu gras fera l'affaire. Un vieux cul de poêle et pas l'inverse. Et ben moi, ce genre de blague, j'adore. Je suis très cliente. Oui, c'est ça. Moi aussi. Il y en a beaucoup comme ça. C'est vous qui l'avez faite celle-là. Ouais. Il y en a plein. C'est truffé. Voilà. C'est truffé de blagues et c'est truffé de bonnes recettes. Hein. Oui, tout à fait. Elles sont toutes réalisables. Voilà. Ah ouais. Il n'y a pas de souci. Elles sont fastoches, elles sont réalisables. Vous donnez
donner même des indications pour trouver les bons producteurs, pour vos Oui, pour vos bien grillons sûr, justement. bien sûr. Oui, pour c'est tout ça. un hommage au Halles. Voilà, Ouais. c'est Et aux vraiment un producteurs hommage des au Halles Halles et tout. Et avec des photos magnifiques de Patrick Granger. Et qui vous a réunis, hein. C'est lui qui a eu un petit peu qui vous a C'était qui vous a mis à table tous les deux. Tout à fait. Ouais. Il a bien fait parce que c'est vraiment très chouette. Et puis il y a aussi les extraits de vos bouquins. D'accord. À tous les Oui, deux, on ça- retrouve tous nos livres Et on retrouve une nouvelle également, inédite. Voilà. à la Une fin. nouvelle inédite, Joël. que nous avons écrits donc à 4 mains. À 4 mains. Et- On va pas la raconter parce que Non. sinon. Alors, Mais c'est un meurtre dans les Halles. C'est un meurtre. C'est un un meurtre. Ah meurtre. oui, ça c'est C'est un meurtre dans les Ça Halles. nous aurait étonné que ce soit une histoire Voilà. d'amour en région Dans les parisienne. polars, il peut y avoir de l'amour. Bien Cécile. sûr, bien Bien sûr, sûr. mais c'est pas pour ça qu'on Non, vient les chercher c'est pas vos pour ça. polars. Non, c'est Et des vrai. nouveaux polars, il y en a bientôt sous le coude. Il y en a un qui sortira donc en début d'année. Ouais. De la ça part sera- de qui ça sera encore un 80 80. Ah très bien, Oui, Ça sera- la suite de La Route des Mortes, qui La- était le 80 qui se passait sur le plateau de Mille Vaches. très bien. Et donc Voilà. on sera toujours sur le plateau de Mille Vaches. Ah non, on va se promener. On va aller où? Ça s'appelle À Louvain. Mourir au soleil, donc on va au soleil. En ouais. Espagne et Ah ouais, on va se promener. on quitte carrément le Le Limousin et la Nouvelle-Aquitaine. même. Le Limousin et la Nouvelle-Aquitaine. Il y a des conseils de vin aussi pendant tout le bouquin. Oui. Oui. Conseils de vin pour assortir. C'est ça, chaque fois qu'on a une recette, donc un plat, Mhm. il y a avec ça qu'est-ce qu'on boit. Et Mhm. donc on a un conseil sur les vins qu'on aime beaucoup, qu'on aime bien. Mais Vous pas, avez- pas des vins d'étiquette, des vins Non. de niche, un peu Oui. des vignerons qu'on aime bien. Mais c'est tout. Mais c'est pas voilà, c'est toute la cuisine accessible pour tout le monde. hein. Puis il y a les entrées, les tapas, les plats, les viandes. Le dessert, Il y a des poissons le aussi. clafoutis et la flognarde. Et le pain perdu. Oui, le Oui, Voilà, la perdu, tout ça oui. c'est hyper accessible. Alors franchement, moi je le conseille. Alors ceux qui sont amoureux de vos bouquins vont se régaler. C'est le cas de le dire. Ceux qui arrivent, les nouveaux arrivants, il y en a plein, Oui, pour paraît-il. découvrir la gastronomie, La de gastronomie, notre pays. voilà, Ouais. c'est vrai que. Et puis la gastronomie, pas que la gastronomie. Vous nous parlez de la chapelle Saint-Aurélien avec le petit Oui. Jésus qui mange les rognons. Oui, tout ça, c'est ça. tout ça, c'est de la culture. Et c'est. Enfin, moi, j'ai. Après, je suis fan. Donc bon, Ouais. c'est un peu fastoche. C'est un peu fastoche. Vous me direz, voilà. Pour finir un bon repas, il manque un truc quand même dans Ah, votre bouquin. Ouais, c'est le petit verre d'eau de vie, le petit verre de liqueur. Ah, C'est Eh vrai. ouais. C'est vrai. oui, mais C'est vrai. nos personnages ne boivent pas d'alcool fort, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Ils boivent surtout Ils sont plus pinards. Ouais, le vin blanc, Ouais. le vin Ouais. rouge, Ouais. un peu le Mais c'est rosé. vrai que je suis assez d'accord parce que c'est aussi une tradition très limousine. Oui, oui. Alors, Absolument. Je ne vous le ce fais pas qu'on dire. appelle le Dijon. Le Dijon. Et vous savez que il reste plus que 2 distilleries maintenant à Limoges. Mais au XVIIIe siècle, c'était pas du tout pareil. hein. Limoges, elle a une vraie tradition de distillerie, de liqueur, de Dijon, comme disait. C'était vous, hein, Oui. Monsieur Nivard, Joël Nivard, qui disait Dijon. Et vous allez voir, Marine Guigné et Noël Vaille vous racontent cette histoire des distilleries limogeoises. C'est dans le cœur historique de Limoges que nous commençons notre périple sur les traces des distillateurs et liquoristes. Le premier nom consigné dans les archives de la ville est celui de Sieur d'Eren, qui en juillet 1788 propose ici café, liqueur et rafraîchissement. Alors c'est la première trace écrite. Ensuite, précédemment, la tradition était orale, donc tout ne s'écrivait pas. Mais là, on a vraiment une trace écrite faisant part de l'installation d'un distillateur dans une échoppe dans ces vieux quartiers de Limoges. Cours Bugeaud, rue des Sœurs-la-Rivière, place des Jacobins, boulevard de la Cité, faubourg Montmaillet. Partout, les distilleries ont pignon sur rue. On y aromatise le cognac ou le rhum avec des épices en provenance du port de Bordeaux, chacun gardant précieusement ses secrets de fabrication. Seul témoin de cette activité florissante, quelques bâtiments discrets, comme ici, au 5-7 rue Massier. Alors a priori, c'était la distillerie Chauvirey, qui a été l'ancienne distillerie qui fabriquait le Cordial Orange, une liqueur très très connue dans Limoges. Elle a cessé en 1973, c'était l'avant-dernière de cette longue histoire à avoir survécu. Au XIXe siècle, la distillerie Laco remporte de nombreux prix. Versailles, Toulouse, Paris, mais aussi Sydney et Melbourne. Aujourd'hui, le site, devenu le siège d'une usine de cartonnerie, existe toujours. Il se trouve rue de Châteauroux. Promis à la démolition dans le cadre d'un projet immobilier, une association et quelques riverains ont saisi le tribunal administratif demandant l'annulation de ce projet. Ils ont obtenu gain de cause en 2014. Elle est créée après la guerre de 1870. Elle disparaît juste avant la guerre de 1914. Mais c'est un moment
important parce que c'est le moment où se développe à la fois l'industrie en France à Limoges, la révolution industrielle, c'est bien connu, et aussi ces pratiques de consommation d'alcool fort qui se développent au XIXe siècle. Les distilleries ont contribué à la renommée de la ville, mais peu d'historiens se sont penchés sur le sujet. Seul un musée conserve quelques objets qui témoignent de cette activité prospère entre 1780 et 1930. Pendant cette période, on a identifié 162 distillateurs liquoristes, fabricants de liqueurs, dans Limoges intramuros de l'époque, qui était beaucoup moins étendue qu'aujourd'hui. Et pour prendre une année charnière, en 1900, il y en avait 48 simultanément. Toutes les semaines, on récupère un ancien objet, un vieux papier, une vieille bouteille, et puis on étoffe nos connaissances sur cette page glorieuse de l'histoire de Limoges. Les distilleries ont employé jusqu'à 1500 ouvriers, mais leur nombre décline après la Première Guerre mondiale. En 1940, on recense une douzaine d'établissements. Les habitudes de consommation changent, cette industrie va quasiment disparaître, et avec elle une page méconnue de la mémoire de Limoges. Allez, on parle de la cuisine limousine, mais on a aussi des chefs espagnols qui sont auprès de nous. Et puis madame qui va traduire, qui est mon ancienne prof à la fac. Alors là, je suis bien contente de la voir. Comment ça se fait que vous vous retrouvez ici aujourd'hui? Porque Burgos también es ciudad creativa por la UNESCO. Entonces, bueno, como Limos también es ciudad creativa, bueno, hay un intercambio de ideas y nos han invitado a venir aquí a cocinar un par de días, a hacer un par de demostraciones. Voilà, c'est un échange parce que c'est la ville créative. Vous allez voir si mes cours d'espagnol sont bons. Ville de l'UNESCO, Limoges, échange de ville créative. Vous avez vu, échange de bons procédés. C'est la première fois à Limoges ici pour vous? Est-ce la primera vez aquí? Sí. Et qu'est-ce que vous avez découvert ici qui vous a surpris? ¿Qué has descubierto y que te ha sorprendido? Bueno, pues lo que casi más me ha sorprendido ha sido todo el tema de la porcelana. C'est la porcelaine, hein, c'est la porcelaine qui vous a surpris. Merci beaucoup, comme écrin, pour la gastronomie. Merci beaucoup, merci. Et puis je suis contente d'avoir vu ma prof, elle a eu du mal avec moi à la fac. Merci beaucoup, merci. Un autre monsieur qu'on vient de voir dans la rue, il est ridicule, on ne pouvait pas le louper. Qu'est-ce qui vous arrive? Il se trouve que c'est mon enterrement de vie de garçon. Ah, pendant Toc et Porcelaine. Pendant Toc et Porcelaine, c'était pas prévu et c'est tombé comme ça, voilà. J'étais pas au courant et mes copains ont vu que vous étiez là et se sont dit c'est la belle occasion, faut pas rater ça, bien sûr. Eh ben, ils ont raison, voilà, vous l'oublierez pas, vous approchez pas trop de la porcelaine parce que vous allez tout casser avec vos trucs. Non, bonne journée et bon mariage, bonne vie. Allez, on va aller voir les porcelainiers, on va aller voir la boutique Jacques Perguet. Il est en train de se préparer, monsieur Perguet, avec sa fille. C'est une histoire de famille, hein, les porcelaines Perguet. On s'approche. Bonjour. Bonjour, monsieur Perguet. Bonjour. On parle porcelaine avec vous. Vous faites partie des 15 grands noms qui exposent ici. Quelle est la tendance porcelaine cette année, monsieur Perguet? Ça continue. Et on espère que ça va durer longtemps, c'est la nature, donc pas forcément des grandes couleurs, des choses avec lesquelles vous pouvez marier tous vos intérieurs sans que ça choque quoi que ce soit. Il n'y a pas de couleur chez vous, c'est du blanc, c'est vraiment le blanc. Les cuisiniers aiment aussi, les restaurateurs, les cuisiniers. On fait signe, il y a Nadia qui est derrière, qui est affolée parce que vous baladez votre micro, voilà, bien près de... Voilà. Donc voilà, si vous voulez, quand vous êtes cuisinier, vous aimez souvent faire des plats en couleurs. Et effectivement, si vous avez trop de chromos, trop de couleurs, donc on est très près d'eux et c'est pour ça qu'on préfère faire des gravures, que ma fille ou moi, nous dessinons et nous faisons beaucoup de choses gravées sur le blanc pour donner quand même autre chose qu'une assiette pure et simple qui existe depuis 150 ans. Et alors, est-ce que c'est à ce moment-là, c'est maintenant qu'on va tisser, nouer des liens avec les grands chefs et puis passer de beaux contrats pour retrouver la porcelaine dans les plus grands restaurants de France et peut-être du monde? C'est formidable ça. Ce que vous dites là, c'est notre rêve à tous. C'est notre rêve à tous maintenant. Est-ce qu'ils vont venir jusqu'à nous? Est-ce que nos clients... je crois, il doit y avoir une dizaine de grands chefs qui doivent
se promener sur le salon. Ouais, il y en a on un peu espère plus, même. bien sûr on aime bien sûr tous les voir. On en a nombreux qui sont déjà nos clients, mais on espère voir les autres et ceux de Limoges qu'il faut qu'ils nous aident. Bien sûr. Il faut qu'ils aident. On les aide, on veut les connaître, on les aime bien et il faut qu'ils nous aident. Voilà. Et puis le public, le but c'est d'être là. l'occasion Le aussi. public, eh bien, le public, il prend connaissance enfin. Et c'est la raison pour laquelle, même cette année, si je peux me permettre, c'est formidable d'avoir tous les porcelainiers réunis. Au moins, les gens ont une idée et pas un à gauche, un à droite. Là, ils voient ce qu'on représente. Et puis ils voient la différence. Voilà. Hein. Sans parler de la différence. Chaque chalet bien sûr, est différent. c'est différent et des esprits différents, des créateurs différents. D'ailleurs, ces créateurs, hein, on peut les découvrir au musée Adrien Duboucher. Les plus beaux services pendant la Biennale sont exposés au musée Adrien Duboucher, en plus de l'exposition permanente, bien sûr. Monsieur Perrier, est-ce que chaque porcelainier a une technique de cuisson différente? Heureusement que non. Ouais. Il y a des techniques différentes, mais ce n'est pas au niveau de la cuisson. Nous faisons tous partie, ou presque tous partie, de l'indication géographique protégée, qui nous, non seulement qui nous impose, mais qui nous conseille et qui ensuite vient voir si on suit ces conseils, parce que les conseils de cuisson sont indispensables pour avoir le label de la qualité du fait à Limoges. Et c'est ce qui peut nous sauver dans le présent, ce qui nous sauve, et dans le futur, l'image de Limoges, c'est essayer de se rassembler comme on est tous en train de le faire cause commune, et l'IGP, les conseils de cuisson. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est très important et on fait tous la même chose quand on est à ce niveau-là de qualité. IGP Porcelaine de Limoges, la porcelaine de Limoges qui fête cette année ses 250 ans. Il y a 250 ans, à Saint-Thirier, Jean-Baptiste Darnay découvrait le kaolin, enfin il découvrait qu'il pouvait faire autre chose que de la lessive avec. Regardez ça, c'est une histoire que nous racontent Franck Petit et Guillaume Souda. Grâce à elle, Limoges est connue dans le monde entier. Elle est synonyme de luxe et malgré les années qui ont passé, sa qualité n'a jamais été démentie. Tout a commencé à Saint-Thirier-la-Perche en 1768. Nous retrouvons un historien local devant la maison où vécut le médecin Jean-Baptiste Darnay. Sa femme utilisait une poudre blanche pour faire sa lessive, le kaolin. Ce qui l'a intrigué, c'est la nature de cette argile, c'est tout. Autrement, il n'avait pas vu quel était l'intérêt. Il avait rencontré un apothicaire bordelais qui s'appelle Villaris et qui, lui, avait davantage de compétences au niveau géologique en particulier et qui avait saisi qu'on vraisemblablement pouvait faire autre chose que de la lessive avec ça. La première pièce en porcelaine est sortie des fours de Limoges en 1771. À Saint-Thirier-la-Perche, la course au nouvel or blanc a rapidement démarré. Des mines d'un kaolin d'une blancheur immaculée se sont développées. Il y a eu énormément de carrières, certaines n'ont pas duré très longtemps, n'étaient pas très importantes. La plus importante reste Marcognac, qui a été exploitée pendant 200 ans. Catherine de Montpion nous entraîne dans un endroit inattendu, un laboratoire d'analyse médicale à Saint-Thirier-la-Perche. À l'intérieur, le mécanisme du premier moulin permettant de fabriquer de la pâte à porcelaine a été conservé. Jean-Baptiste Darnay en a été le directeur à sa création. Les différents rouages étaient destinés à broyer les pierres. Le kaolin, le quartz et le feldspath, ce sont les trois roches qui rentrent dans la composition de la pâte à porcelaine. Et c'était réduit en une poudre très fine. Et cette poudre ensuite était mélangée avec de l'eau pour en faire une pâte un peu liquide. La société Kaolin et Pâtes Céramiques du Limousin, KPCL, a été créée en 1786 à Aix-sur-Vienne. Elle existe toujours, elle s'appelle aujourd'hui Iméris. Cette usine est la seule en France à produire de la pâte à porcelaine. Mais le kaolin n'est plus extrait des terres limousines depuis le début des années 80. Aujourd'hui, avec l'internationalisation, on a besoin d'aller trouver du kaolin ailleurs. On a épuisé les mines de Marcognac. Il y a encore du kaolin dans la région, mais pour ouvrir des exploitations, ça serait peut-être compliqué, mais je ne suis pas sûr qu'on a les volumes. Aujourd'hui, on a des ressources énormes, c'est plutôt vers Montluçon, les kaolins de Beauvoir, ou en Bretagne, les kaolins de Bretagne, en France. Chaque année, cette usine produit 15 000 tonnes de pâte à céramique. Si la matière première n'est plus vraiment limousine, le savoir-faire reste lui typiquement régional, que ce soit pour la pâte ou la porcelaine de Limoges.
Allez, c'est l'invité d'honneur de la 9e biennale Toc et Porcelaine, Michel Troisgros. Bonjour, chef 3 étoiles avec le Bois sans feuilles à Ouche, près de Roanne. C'est la première fois que vous venez à Limoges, je crois. Je connais Limoges. C'est la première fois que vous faites Toc et Porcelaine. Voilà, absolument. Et non, Limoges, ça m'est un peu familier et j'adore Limoges. Je trouve que c'est une ville tellement vivante. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans la gastronomie limougeaude, limousine? D'abord, c'est quand même c'est tellement une évidence que dans la ville de la porcelaine, on puisse y associer la gastronomie. C'est tellement indissociable. Donc, s'il y a bien un festival qui est important, c'est celui-là. Vous servez dans des assiettes en porcelaine de Limoges, vous, des plats en porcelaine de Limoges? Oui, évidemment. Ah bon. Oui. Et est-ce que vous allez faire votre marché justement aujourd'hui auprès des porcelainiers, peut-être pour changer votre vaisselle, peut-être pour avoir de nouvelles idées? Alors, c'est peut-être pas là que je vais aujourd'hui faire des choix, mais des révélations sûrement. Mais vous savez, ces relations avec les porcelainiers, elles sont permanentes. Après, faire des découvertes quant aux ressources du Limousin, des découvertes déjà de mes collègues restaurateurs, il y a des talents ici. Hein. Alors qu'est-ce que vous avez justement, est-ce que vous avez découvert des choses depuis hier ici? Oui, mais je ne veux pas ce que j'ai découvert, c'est une diversité, c'est une multitude, c'est une émulation, c'est une envie de bien manger, de faire plaisir, de faire simplement les choses avec ce que le Limousin vous donne. Et le Limousin est un pays extraordinaire. Ah bah je vous le fais pas dire. Hein. Moi, oui. Et ce soir, repas de gala, repas d'exception, 250 convives. Cela va se passer au Cerf municipal de Limoges. C'est vous qui avez élaboré ce menu. Est-ce que vous serez en cuisine ce soir? Oui, j'y suis même cet après-midi parce que c'est bien en amont qu'un dîner comme ça se prépare. Ça a même démarré il y a quelques jours. Hein, Alors, je signe ce repas. C'est en collaboration avec des jeunes des écoles hôtelières locales. Saint-Jean, Jean Monnet, les lycées hôteliers. Absolument. Donc, ça va être aussi là un grand moment, on va dire, de proximité avec des jeunes. Pour eux, c'est une expérience, tout comme pour moi. J'ai amené quelques personnes de mon équipe avec moi, mais on collabore avec un traiteur aussi brillant. Quel est le menu ? Alors le menu, on démarre avec des petits amuse-bouches. Ensuite, on va faire un bouillon de coquillage à la truffe noire. Ensuite, la pièce de bœuf au fleuri à la moelle, qui est une recette traditionnelle de la maison Troisgros. Et on termine... Comment ? Bœuf du Limousin. Bœuf du Limousin, bien sûr, pris dans le filet, magnifique. Et puis on termine avec un dessert à la rhubarbe et au fromage blanc, avec des fraises des bois que j'ai amenées dans ma voiture et qui viennent d'Auvergne, de chez moi. Voilà. Qui viennent de chez vous. Voilà. 3 étoiles au Michelin. Et un macaron vert également au Michelin. Ça, c'est pour le côté protection de l'environnement. Comment vous l'avez obtenu ? C'est parce que notre cuisine s'inscrit, on va dire, dans un paysage environnant, parce que nous avons un jardin potager, et parce que la définition de nos assiettes est extrêmement respectueuse de la nature, on pourrait dire d'une forme de simplicité, mais une simplicité qui n'est pas facile, hein, une simplicité qui est la source, en effet, d'une volonté, d'une recherche. C'est-à-dire qu'un plat, vous ne l'élaborez pas, c'est pas quelque chose qui vous vient comme ça la nuit et puis que vous allez faire en un quart d'heure. C'est des mois de réflexion, un plat ? Alors en effet, l'idée, elle peut arriver en effet en demi-sommeil la nuit, tout comme elle peut arriver à tout moment d'ailleurs. Alors après, pour la mettre en forme, c'est une autre affaire. Mettre en forme une création, ça peut prendre des semaines, ça peut ne pas aboutir ou ça peut aboutir. On peut avoir une lumière au bout d'un long travail, en effet, d'un long processus. Et ce travail-là, il est en permanence, hein ? Il est à tout moment. La cuisine, ça s'imagine et ça se fait. Bon, on espère que Toc et Porcelaine Limoges va vous inspirer. Michel Troisgros, vous parliez de la nature. Eh bien, sachez qu'il y a une association qui s'appelle l'Échappée sauvage en Corrèze pour les amoureux de la gastronomie et de la nature. Alors, vous allez voir, c'est pas forcément de la gastronomie. On peut manger ça tout cru ou... sinon, il faut faire cuire. Je dis des bêtises. Faut manger cuit, hein, forcément. Mais c'est pas de la grande cuisine. Vous allez voir, ça s'appelle Échappée Belle et elle vous présente les plantes sauvages comestibles. Pierre Gauthier et Mathieu Baudin ont eu la chance de suivre une de ces sorties. Autodidacte passionnée, cette Picarde d'origine transmet son amour de la nature depuis plus de 15 ans. Première étape de cette balade découverte, un nom familier. Alors le pissenlit, c'est vraiment la plante de base. Quelqu'un a déjà mangé du pissenlit ?
Ah bah voyez, vous avez mangé des plantes sauvages comestibles. Alors moi ce que j'aime bien c'est manger les pissenlits par la racine de mon vivant, c'est super sympa. Ça se mange de cru, cuit, sucré, salé de la tête aux pieds. Le bien nommé pissenlit et ses vertus diurétiques s'accommodent en effet à toutes les sauces, feuilles en salade, fleurs en omelette ou racines en pickles. Miam! Un peu plus loin, en se rappelant bien de toujours cuire ce qu'on trouve au niveau du sol pour éviter les pathogènes, on enchaîne avec le plantain. C'est un petit goût de champignon, c'est légèrement amer, enfin ça dépend. Parfois, les plantes elles sont amères dans un endroit et puis elles ne sont pas amères dans l'autre, il faut vraiment goûter. Ce que ne manqueront pas de faire Angélique et sa petite famille. Vraiment très intéressant, ouais. Autant pour nous que pour les enfants, donc super. Puis on va essayer après à la maison à cuisiner, ou je pense que ça peut donner envie. Mais attention aux confusions, toujours bien observer couleur, arôme ou encore pilosité. Par exemple, vous êtes devant une carotte sauvage, vous vous dites « Ah, sympa la carotte sauvage, j'ai mangé la fleur ou la racine, ce que vous voulez ». C'est marrant parce que la carotte, il me semblait que c'était poilu et puis là, elle n'est pas poilue. Potentiellement, vous êtes peut-être devant une ciguë. La mauve, elle, est inoffensive et recèle même quelques petites surprises gustatives. C'est les petites graines et quand on mange ça, en fait, c'est comme... ça a le goût de noisette, en fait. De quoi captiver les plus avertis, comme Aline, qui prend des notes. Je suis de façon très intéressée par la nature, étant enseignante en SVT, et je fais beaucoup de cuisine aussi, donc ça m'intéresse doublement. Considérer la nature comme une annexe du jardin potager, une des maximes de Laurence. On ne va pas se nourrir que des plantes qu'on va trouver forcément dans la nature, mais c'est un petit plus, et puis ça redéveloppe aussi le lien qu'on a avec la nature, qu'on avait avant, et que nos grands-parents avaient et qu'on a un peu perdu. Alors on va préparer des steaks végétaux, donc avec les orties qu'on va ciseler, enfin laver ciseler. Une recette très simple et aux multiples bienfaits. Ce qui est intéressant, c'est que c'est riche en protéines, calcium, magnésium. C'est une des plantes les plus riches qu'on ait dans notre environnement. Et si on mange qu'une seule plante, il faudrait manger l'ortie. Il faudrait même la cultiver. Mais en fait, elle pousse tellement tout seul que ça ne sert à rien. Sur France Bleu Limousin et sur France 3 Limousin avec Régine Rosy Lagorce. Bonjour. Moi je suis ravie de vous retrouver. Voilà, c'est un mariage France Bleu, France 3, c'est souvent. Régine, on vient de voir un sujet sur les plantes sauvages comestibles, c'est votre truc. Oui, ça c'est mon truc, les plantes sauvages comestibles. Mais attention, je pourrais aussi cuisiner celles qui ne le sont pas. Hein, non, on préfère pas. Vous vous amusez, vous êtes en déambulation toute la matinée ici pour France Bleu. Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce qui vous a plu depuis ce matin? Alors d'abord, l'initiative des chefs, leur créativité. Là, je viens de parler avec le chef Rémi, avec Didier Dedon. Là, ça me met en ébullition. D'ailleurs, j'ai pas dit que je déébullitionné. Déambulationné, vous m'avez dit, ouais. Et franchement, ils ont des idées mélangées, associer nos produits. Parce que franchement... Bon, on n'a rien à envier aux autres. Hein. Ah non. Des produits, des matières premières qui font qu'on a une cuisine simple et loyale. Ça vous donne des idées de recettes? Ah oui, bien sûr, ça donne des idées de recettes. Et puis de servir ça dans une belle porcelaine, ça met les choses en valeur, ça fait une autre cuisine, j'adore. Vous êtes à l'antenne jusqu'à quelle heure? 11h. 11h comme nous? Voilà. Bon, on vous laisse déambulationner. Voilà. Travaillez bien, à plus tard Cécile. À plus tard, merci beaucoup Régine, merci. Et regardez, vous allez voir le Didier? Comme vous voulez. On va voir le Didier. Elle nous laisse la politesse. Régine, bonjour Didier. Les toques blanches du Limousin, là. Qu'est-ce que c'est que ce stand? Qu'est-ce que vous faites ici? L'association des toques blanches du Limousin, on est 42 chefs sur 3 départements. 42 chefs sur le Limousin. Et quel est l'objectif de cette amicale? Promouvoir les produits régionaux et puis aussi se retrouver entre chefs. Pour échanger, pour faire des stages, Il me semble que vous intronisez chaque année de nouveaux chefs. Qu'est-ce que ça veut dire introniser? Comment vous les choisissez? On les choisit par rapport à un parcours professionnel. Donc il faut qu'ils soient installés dans leur restaurant depuis plus de 5 ans, qu'ils aient des diplômes et qu'ils soient reconnus par d'autres restaurateurs. Ça chauffe là à côté de moi, qu'est-ce qui chauffe? Là, j'ai une garniture poêlée de courgettes aubergines qui est au chaud, le jus, et on est prêt à faire feu avec des brochettes d'agneau et des pommes de terre sautées.
Il est encore un peu tôt. Baronnet, région de Bellac. Évidemment. Voilà, exact. Évidemment. Allez, on va continuer un petit peu je vois Monsieur Pallard un peu plus haut. On va continuer. On visite, hein. On visite Toc et Porcelaine. Attention. Oh là 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 là, ça. Bonjour. Encore un nouveau chef. Bon. Non. Ah oui, vous êtes j'allais dire un vieux chef. Voilà. Vous allez bien. 35 ans d'installation. 35 ans et toujours le même plaisir. Ah, tout à fait. De participer à Toc et Porcelaine. Le jour où j'ai plus de plaisir, je le fais plus. Didier Pallard, hein, messieurs, dames. Le Cheverny, Limoges. Vous êtes où? Il est où votre chalet? Il est derrière moi. Mais je vois pas de cuisine, je vois pas de cuisine, regardez. Pas de fourneau. Regardez. Regardez. On l'a mis à l'extérieur. On était devant les bouteilles de vin. C'est là qu'il y a les casseroles. Tout à fait. Qu'est-ce qui cuit? Un poulet au vin jaune et au morille. Viens voir, Benoît. Viens voir. Voilà, poulet au vin jaune et au morille. Ce sera servi dans ces petits bols derrière là. Avec une frite pomme pont neuf. C'est une très grosse frite, la pomme pont neuf. Et c'est un poulet de chez mon ami Didier Cotte. Didier Cotte qui est présent aussi sur le... Voilà. Sous Oléal, qui est dans les Monts de Blanc, qui élève des canards gras et des volailles. Ça, c'est plutôt sympa, on cuisine locale. On continue. Merci beaucoup Didier Pallard. Merci. Bon appétit. Tiens. Le golfe Saint-Lazare, me crie-t-on. Bonjour messieurs. Ah bah voilà. Oh, vous avez une grosse voix. Si. C'est le matin. Je suis la première personne à laquelle vous parlez. Presque, ouais. Qu'est-ce que vous préparez? Là, je me suis mis en place pour mes petites courgettes pour les côtelettes d'agneau. J'ai du foie à poêler aussi en entrée. Et j'ai des petites pommes de la région confites au safran. Ça, c'est pour le dessert. Pour le dessert. Du safran de la région, on produit du safran ici. À Verneuil, tout à fait, juste à côté. Voilà. 5 km. On en produit aussi à Fontanières, ça c'est en Creuse. C'est ça, tout à fait. Mais bon, nous on est dans la Haute-Vienne, alors on reste avec le safran de Haute-Vienne. C'est le golfe Saint-Lazare. C'est ça, tout à fait. Bien, messieurs, bon courage. Vous commencez à servir à quelle heure? Dès que les gens ont faim, il n'y a pas d'heure. On est prêts. On continue notre petit cheminement. Merci, bon courage messieurs. On continue avec la cuisine du cloître. Alors j'espère qu'il va y avoir quelqu'un pour nous recevoir. La cuisine du cloître, je vois des casseroles, Il n'y a personne à la cuisine du cloître. On va continuer. C'est dommage parce que il y avait des jolis petits gâteaux en forme de coquille Saint-Jacques. Tiens, un chef. Un chef qui fuyait. La maison des saveurs. Mais venez, ne fuyez pas. Ah, venez là, oui. Très bien. Qu'est-ce que vous nous préparez? Je vous prépare donc, il y aura donc tournez-vous vers nos téléspectateurs. Une dégustation donc 3 bouchées avec un velouté de potimarron du jardin de Rochechouart. J'ai un jardin sur Rochechouart, je suis originaire de Rochechouart. Et moi aussi, une partie de ma famille. Bah voilà. Super. Et donc l'ajout de bœuf après braisé avec un gratin de pommes de terre ou à la plancha le bœuf limousin de Haut-Palime, superbe bœuf. Pareil, dans le rhum steak à la plancha. Et moi, j'ai lu chez nos confrères du Popu qu'il y avait un gâteau de Rochechouart, le Météore. C'est vous qui le faites? Voilà, tout à fait, le petit four à base de noisettes. Et ça, je peux pas le goûter là? Vite fait? Allez. Oui. Maintenant. Allez, vite fait. Allez, on va pas se gêner. Autant les brochettes d'agneau, je le sentais pas à 10h du matin. Le Météore, je le sens bien. Allez, je goûte. Allez, je vais pas le goûter en entier, je vais le partager. Oui, j'ai donné le nom par rapport à la météorite qui est tombée il y a plus de 200 millions d'années. Ah la vache, ouais, c'est super bon. Voilà. Finalement, je suis originaire de Rochechouart, donc voilà, le météore qui représente la météorite qui est tombée il y a plus de 200 millions d'années sur la commune de Rochechouart. Ça goûte noix, noisette et amande. Alors j'ai dit que j'allais le partager, puis en fait c'est trop bon. Je vais le manger en entier. Merci beaucoup. Je vous propose de regarder, voilà, j'en ai plein la bouche. Ce reportage, il est consacré à un cuisinier, Fernand Michel, un des premiers chefs étoilés du Limousin. Emmanuel Denano et Henri Simonet l'avaient rencontré il y a 3 ans. Regardez. Je finis. Merci. L'histoire incroyable de Fernand Michel est un livre de cuisine volumineux. Apprenti pâtissier durant la Seconde Guerre mondiale, le jeune Fernand va au fil du temps devenir un chef de renom, véritable ambassadeur de la cuisine française à travers le monde. Je suis allé aux Bermudes. Bon, j'y suis resté 2 ans.
Je suis allé j'ai été comme chef à Rabat sous le maréchal Juin. J'ai créé la Société des cuisiniers de Paris à Casablanca. Ensuite, je suis allé à Taza, T-A-Z-A. Sans oublier le Mexique. C'est pourtant à Paris que Fernand Michel va apprendre son métier avec succès. Alors j'ai fait le Meurice, du Meurice par l'intermédiaire des chefs. Quand il n'y avait pas suffisamment de travail, le Meurice, le Georges V, j'ai tous mes certificats là, le Georges V, tous les grands hôtels à Paris. Mais c'est en Haute-Vienne que le chef décroche un macaron étoilé au Michelin avec son restaurant Le Martel à Saint-Just-le-Martel. J'ai eu le macaron au Michelin et ensuite j'ai créé les Justices et aux Justices, j'ai également eu mon macaron pendant 7 ans. Et c'est au Martel que Fernand Michel a pour apprenti un dénommé Jacques Chibois, aujourd'hui grand chef étoilé sur la Côte d'Azur. Voilà, Jacques Chibois, nous sommes toujours en relation ensemble, des relations étroites, parce que il me dit tu es presque mon père. Dans tout métier, vous avez un démarrage qui se crée. Bon, ce démarrage, il peut être bénéfique comme il peut être négatif. Eh bien là, il a été positif parce que j'ai su, d'un, le prendre, et deux, la cuisine que je faisais l'a enchanté. Mais à 90 ans, la grande déception de M. Michel, c'est la fermeture du buffet de la gare de Limoges. Un buffet où il a œuvré entre 1950 et 1951, et là aussi, avec succès étoilé. Ça me fait mal au cœur de voir que nous avons une gare qui est une des deuxièmes de France, qui est magnifique, et qu'il n'y a pas de buffet. Et je ferai remarquer qu'un macaron dans un buffet de gare, c'est très rare. Car je crois que Limoges a été les seuls. Des étoiles plein les yeux, le chef est toujours et encore un grand gastronome, amateur de sa spécialité, la sole aux morilles, façon Monsieur Michel. Et Rachid Makcharad, maintenant, je vous l'avais promis, hein, c'est l'heure du dessert. Bonjour. Bonjour. Chocolatier, pâtissier, comment vous êtes tombé dans cette passion-là, dans la marmite du chocolat ? Alors dans la marmite... Oh mais j'ai pas besoin, vous avez un micro, pardon. Okay. Dans la marmite du chocolat, je suis tombé dans la maison Borzébès. Donc à la base, j'avais vraiment pas de base dans le chocolat. Vous venez de Montpellier, vous venez même pas d'ici, de Brive. Exactement, donc je suis venu de Montpellier et au début, je connaissais pas Trégnac. Donc, et par la suite, donc, je suis allé dans cette maison Borzébès. Et dans la maison Borzébès, en fait, sur les réseaux sociaux, je voyais beaucoup de magnifiques pièces en chocolat, de pièces de mariage, de gâteaux gourmands. Et ça m'a donné envie d'envoyer un CV et depuis ce jour-là, je suis le plus heureux. Pourquoi vous aimez le chocolat ? Est-ce que c'est une histoire de famille ? Est-ce que c'est ce qui a bercé votre enfance ? Est-ce que c'est ça qui vous a donné cette passion du chocolat ? Alors le chocolat, j'avais aucune notion en chocolat, même au niveau qualité gustative. Voilà, je goûtais pas forcément du très bon chocolat. Et au niveau du chocolat, donc j'avais vraiment aucune notion. J'étais plus en pâtisserie. Et quand je suis venu de la maison Borzébès, j'ai eu de la chance de rencontrer mon mentor, Monsieur Bernard Bess, qui m'a tout appris au niveau de la dégustation du chocolat, des pièces en chocolat. Et depuis ce jour-là, je ne m'arrête pas. Et vous allez voir, Rachid, on va aller voir. Rachid, c'était il y a 3 ans, un portrait signé Julie Radnac et Marine Nadal. Rachid auprès de son mentor. Vous allez voir, c'était ses débuts. Regardez ce reportage. Il crée comme il respire, un besoin presque impérieux pour ce sculpteur de 21 ans, fondu de chocolat. À son actif, une œuvre tous les 4 mois, ici Geppetto et bientôt Pinocchio. J'adore travailler les souvenirs d'enfance, vraiment, c'est le thème qui me plaît, c'est vraiment les souvenirs d'enfance, là où j'ai passé des bons moments, vraiment des moments magnifiques, donc c'est vraiment ça que je veux travailler. Sans formation artistique, cet autodidacte apprend pas à pas les gestes du sculpteur, un travail de patience et de persévérance. Dans une pièce, je peux passer vraiment 80 heures de travail, mais c'est vraiment, je ne compte pas les heures, parce que c'est vraiment une passion, donc je prends vraiment du plaisir à pouvoir travailler le chocolat.
Une passion récente pour ce jeune pâtissier diplômé du centre de formation des apprentis de Sète. 2 ans seulement qu'il sculpte le chocolat, une révélation au point d'étoffer lui-même sa boîte à outils. Voilà, donc j'utilise le scalpel pour vraiment travailler les détails. Donc vraiment les détails de la moustache pour faire vraiment ressortir la moustache. Ouais. Puis voilà la gomme de caoutchouc pour vraiment lisser cet espace. En fait, c'est des outils que je m'inspire aussi de tous les métiers. C'est-à-dire de tous les métiers artisanaux, tels que la maçonnerie, et m'a adapté au niveau de ces outils. Elle est bien comme proportion. Donc il me faut le grand nez de monteur. Pour travailler avec Bernard Besse, Rachid a tout quitté, sa famille et Montpellier. Un employé modèle qui fait l'admiration de son maître. Oui, je me retrouve en lui. C'est ce qui me donne également cette envie de lui transmettre tout ce que j'ai pu engranger depuis des années, des petits trucs, des coups de main, un savoir-faire, voilà. Parce que c'est ça la richesse, c'est de transmettre. Si on ne transmet pas son savoir-faire, il vient un moment où il n'y a plus de savoir-faire. Ici, notre petit génie de la sculpture a donc toute latitude pour créer des pièces monumentales et ludiques, la vitrine de cette chocolaterie haut de gamme et un terrain de jeu inépuisable pour cet artiste prometteur. Je ne serai peut-être plus là pour voir jusqu'où il ira, mais je crois qu'il ira loin. Je pense qu'on entendra parler de lui dans quelques temps. Rachid, on vient de vous voir il y a 3 ans. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Il a changé que je suis passé dans la maison Boros-EBS, je suis passé chef pâtissier, donc je travaille sur les créations des pâtisseries, des chocolats. Et j'ai évolué un tout petit peu en sculpture. C'était déjà super. Hein. Et là, qu'est-ce que vous triturez là ? Qu'est-ce que vous malmenez ? Alors, en fait, voilà, ça c'est du chocolat modelé. En fait, c'est du chocolat modelé. En fait, qu'on explique, c'est du chocolat qu'on fait refroidir. Donc, qu'on fait refroidir avec tout à fait simplement. Mais c'est comme une plaquette de chocolat classique ou il y a un truc en plus ? Non, il n'y a rien de plus. En fait, c'est juste un chocolat qui est froid. Et ça se façonne comme avec l'argile. Donc ça se ressemble au niveau de la sculpture d'argile et du chocolat. Mais sauf que ça refroidit plus vite. Oui. Donc il faut aller vite. Et on a vu dans le reportage que vous aviez des outils qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans une cuisine. C'est toujours le cas, j'ai l'impression. Alors là, on est chez Leroy Merlin ou Castorama plutôt que dans une cuisine. Tout à fait. Et puis vous avez un apprenti maintenant, c'est vous le maître du coup. Alors voilà, tout ce qu'il m'a enseigné monsieur Bernard Besse, par la suite c'est à moi de l'enseigner. Ouais. Et c'est une personne qui est motivée, donc il s'appelle Théo Bourdan et qui était apprenti et maintenant qui est passé ouvrier. D'accord. Et maintenant donc il voulait travailler sur le chocolat. C'est un bon maître de stage ? Oui, très, oui. Il vous apprend quoi chaque jour ? Les bases, le chocolat et tout ça, la pâtisserie et le chocolat les après-midi et tout ça. Mais est-ce que ça vous écœure pas finalement tous les deux le chocolat à force d'en voir, d'en manger comme ça ? Non, parce que c'est une passion maintenant, donc si on peut le faire ça toute l'après-midi, on y va et voilà. Ouais, parfait. On va. Vous allez m'expliquer ce que vous faites, Rachid. On va prendre un. Ouh là là, ah ouais. Vous n'y allez pas mollo là. Exactement. Donc voilà, dans cette partie-là, en fait, on a commencé sur un bloc de chocolat. Donc on a taillé avec un ciseau à bois. Donc comme vous voyez, donc ciseau à bois. Donc on est parti sur ces parties-là. Donc et on a taillé. Donc voilà, donc ça taille. Et ensuite, donc pour tout ce qui est chocolat modelé, donc c'est le chocolat où j'expliquais où je refroidis. Et ensuite, en fait, je travaille au niveau de la. Comme de l'argile. Exactement, tout à fait. Donc voilà, on travaille les deux techniques. Donc en enlevant de la masse, donc c'est avec le ciseau à bois, et en rajoutant de la masse avec du chocolat modelé refroidi. Et moi, je vais rester un petit moment à vous regarder. Vous, c'est fini bientôt, hein. Mais restez bien sur France Télévisions, sur Noah. Juste après cette émission Toc et Porcelaine, vous avez rendez-vous avec David Caldas, avec le concours de la race bovine. Ça se passe à Limoges aussi. C'est au Champ de Juillet. Et puis, cette émission, elle sera rediffusée ce soir, 17h cet après-midi, 17h sur Noah. Bon après-midi à tous. Excellent appétit. Je regarde, je ziote, je pourrais jamais faire aussi bien. Tant pis.